Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading, Digicel et Machete Tony. Radio et Télémétropole. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui l'économiste William Savary, avec qui on va parler du financement de la Coupe du Monde de football. Monsieur Savary, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour Wendell, bonjour à l'audience et aux auditeurs de Radio et Télémétropole. Je l'ai dit, on va parler Coupe du Monde de football, financement Coupe du Monde de football. En fait, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est que l'on dit, ou encore, j'entends dire que la Coupe du Monde n'a rien à voir avec le football. La Coupe du Monde n'a rien à voir avec le football. Et ça, c'est paradoxal. Pourquoi? Parce que la Coupe du FIFA, c'est un organisme international qui s'occupe de l'organisation des Jeux à travers le monde. Mais c'est pour le divertissement. Mais FIFA, en tant qu'organisation, c'est une organisation qui dispose actuellement, au moment où l'on se parle, 1,3 milliard de dollars dans ses réserves. Et la Coupe du Monde, c'est un mécanisme dont la FIFA s'en serve pour continuer de recueillir ces fonds et pour faire la croissance de la FIFA. Donc, vu que la FIFA, sa croissance dépend du jeu du football, donc la FIFA passe par le football pour augmenter le football serait justement un tremplin. Un tremplin, rien d'autre. Pour enrichir les gens ou pour enrichir l'organisation. Pour créer des emplois et enrichir l'organisation. Mais dans l'ensemble, ce n'est pas mauvais quand même. Non, ce n'est pas mauvais, mais les gens en général voient le football et adorent le football et s'adonnent au football avec une passion démesurée, sans se rendre compte. Plus qu'ils sont passionnés par le football, plus que c'est bon pour FIFA. Donc ça, c'est en vertu de certaines données dont vous disposez. C'est disponible dans les états financiers de FIFA. Vous avez dit plus d'un milliard de... 1 milliard, au moment où on se parle, 1,3 milliard 410 de dollars. Est-ce que, à l'origine, ça a toujours été ainsi, à votre avis? On faisait de l'argent, on pensait qu'on allait toujours passer par ce moyen-là, le football, pour avoir de l'argent, pour devenir riche, etc. Et permettre à certains pays de devenir riches aussi, s'il faut parler par exemple du Brésil. Bon, le football, c'est un divertissement. En fait, en général, ça a toujours été. Le divertissement, c'est une entreprise. Au temps de l'Empire romain, tu avais les gladiateurs. Aux États-Unis, tu as le football. En France, tu as le théâtre. En Italie, le théâtre. En Russie, tu as... Chaque pays, chaque continent a un sport, ou chaque pays a un sport qui retient l'attention et qui divertisse les gens. Oui, mais la Coupe du Monde, c'est un événement mondial. Les Olympiques mondiales. Donc, c'est à partir de ça, vous pensez que c'est plutôt à faire de l'argent, sans question de faire comme, mais permettre de faire comme tout. Mais divertir les gens. D'abord. Oui, divertir les gens, mais dans le processus de divertir les gens, tu réalises de l'argent. Tu vois, donc, la finalité, c'est faire de l'argent, mais tu vas faire de l'argent comment? C'est le divertissement. Ok. D'après vous-même, pour qui ça fait que c'est pas Haïti que... C'est pas en République dominicaine. Bon, tu n'as pas les capacités. Premièrement, tu es un petit pays, tu n'as pas les stades, tu n'as pas le public. Ensuite, tu n'as pas les capacités. Pourquoi pas? C'est pas à Singapour. Tu comprends? Parce que pour avoir l'opportunité d'héberger les Jeux, il te faut la population, il te faut les revenus, il te faut les capacités, il te faut l'infrastructure, il te faut tout ce beau monde pour permettre à ce que les gens puissent venir chez toi, pour les accueillir. Donc à ce niveau-là, et ça peut arriver aussi que la FIFA décide de choisir un pays pour être au siège de la Coupe du Monde. Donc la FIFA peut financer. La FIFA, les gens pensent que la FIFA finance, mais la FIFA ne finance vraiment pas. La FIFA fait un investissement. Parce que si tu vois, par exemple, tu prends les chambres d'hôtel. Au moment de la Coupe du Monde, mais la FIFA a réservé les chambres d'hôtel, par exemple au Brésil. Donc si tu veux faire une réservation de chambre d'hôtel, tu vas passer par l'organisme de la FIFA ou que la FIFA a donné le droit exclusif de faire les réservations. Tu vois, tu as le droit de transmission. Bon, en Haïti, ça, on est au courant. Tu paies des droits de transmission.
Tu as les logos de la FIFA pour te permettre d'identifier que tu fais partie des activités de la FIFA. Bon, tu paies pour te servir des logos. Il y a le processus de ce qu'on appelle le tax break, les abris, les bénéfices fiscaux. Par exemple, tu as actuellement au Brésil, les plus gros sponsors de la Coupe du Monde sont Johnson & Johnson, Coca-Cola, McDonald's. Donc, ce sont des gens qui ont l'opportunité de faire rentrer leurs produits au Brésil sans avoir à payer les impôts. Ils ont 135 millions de tax break que le Brésil leur a accordé. Mais tout ça, c'est un business, c'est pour faire marcher les affaires. Et le pays dans tout cela? Si la FIFA fait de l'argent, et les pays organisateurs ou bien les pays hôtes? Les pays hôtes, ce que tu veux avoir, ce sont les résiduels. Par exemple, dans le cas de l'Afrique du Sud, après l'Afrique du Sud, c'est le tourisme, c'est l'exposition au niveau planétaire, c'est l'arrivée des entreprises qui suivent la Coupe du Monde. Parce que quand tu as l'opportunité d'exposer, de t'exposer au monde entier pour montrer tes infrastructures, les capacités de ton peuple, et important, la capacité d'organiser un événement qui a un impact planétaire. Donc, ça montre que organisationnellement, tu es un pays fiable, que tu es un pays où il y a de la compétence. Donc, tu attires les investissements, tu attires les gens qui voudraient venir chez toi et prendre avantage de ce que tu as à offrir. Donc, c'est une façon. C'est ce qu'on appelle les retombées, alors. Les retombées. Les retombées. Ok. En ce qui concerne le Brésil, on sait que ça n'a pas toujours été ainsi pour le Brésil. C'est un grand pays, certes. Mais c'est un pays qui avait beaucoup de problèmes jusqu'à l'arrivée de Lula. Et ici, nous sommes en 2002. Bon, maintenant, il faut voir que l'Amérique latine en général, c'est une portion ça fait partie de ce qu'on appelle l'hémisphère américain. Donc, où les États-Unis, pendant plus que 50 ans, ont dominé la politique de l'Amérique latine. Donc, il y a eu des coups d'État, il y a eu des répétitions de coups d'État. Tu as eu Perón, tu as eu Pinochet, tu as eu Tutti quanti. Tutti. Okay. Maintenant, avec l'arrivée de Lula au Brésil, il ne faut pas oublier que c'est le Parti travailleur qui arrive au pouvoir. Donc, c'est un parti composé de gens qui ont participé ou d'une façon ou d'une autre qui étaient plus ou moins familiers avec ce qu'on appelle dans les années 90, 70, la théologie de la libération. La théologie de la libération, c'était quoi? C'était l'interprétation, une nouvelle interprétation du christianisme pour réduire les inégalités sociales, créer des emplois, redistribuer la ressource, non pas seulement les richesses, mais les ressources, la production nationale. Parce qu'en fait, quand tu as la production nationale, c'est divisé entre le capital, où les gens reçoivent une partie du profit, les impôts qui sont payés à l'État et les salaires qui sont payés aux ouvriers. Maintenant, une plus petite partie en général du produit national est acheminée à la force ouvrière. Donc, ce qui veut dire qu'avec l'arrivée des gens comme nous là, ils cherchent à augmenter la portion de la production nationale qui est allouée aux programmes sociaux, qui est allouée à la classe ouvrière. Donc, c'est vraiment une redistribution de la richesse nationale. Donc, à l'arrivée de Lula, c'est ce que tu as, et c'est ce qui a propulsé le Parti des travailleurs au pouvoir d'ailleurs. Maintenant, au Brésil, il y avait un taux de chômage à l'arrivée de Lula, près de 12%. Et à son arrivée, il y a eu la crainte du secteur financier. Beaucoup de gens ont fui le Brésil, des capitaux ont fui le Brésil, et le réal, qui est la monnaie brésilienne, a atteint le seuil de 4 réals pour $1 américain. Donc, c'est ce que... Il y a aussi le revenu moyen des Brésiliens qui avait chuté. Qui avait chuté. Donc, l'arrivée de Lula, tu as une situation économique qui est plus ou moins, qui n'est pas rose. Excuse-moi, je ne veux pas dire rose, oui. mais qui n'est pas attrayante. C'est ça. Maintenant, Lula a entre ses mains un défi. Il a un défi. Est-ce qu'on est en droit de dire aujourd'hui que si les Brésiliens n'avaient pas fait choix de Lula, le pays serait aujourd'hui incapable d'accueillir la Coupe du Monde. Bon, tu sais, peut-être oui, peut-être non. Mais en 2007, en 2014, selon les programmes de la FIFA, la Coupe du Monde devrait avoir lieu en Amérique latine, selon le calendrier.
Maintenant, il y a eu le Brésil qui avait postulé, il y a eu, je crois, la Colombie aussi qui avait postulé, et l'Argentine, si je ne me trompe. Donc, et c'est le Brésil qui a... Ouais. Mais il y a eu des démarches, des négociations en dessous, hein, pour que le Brésil soit l'hôte parce que si tu vois, si tu prends la Coupe du Monde, c'est un investissement quand même très lourd. Hein. C'est 10 milliards de dollars, mais si tu prends les 10 milliards de dollars, c'est au-delà de 10 milliards de dollars, l'Afrique du Sud, ils avaient investi 5 milliards, point 2. Donc, pour accueillir la Coupe du Monde, donc, il a fallu 10 milliards. Il a fallu au minimum 10 milliards. Minimum, ok. Minimum. Là, au Brésil. Au Brésil. Okay. Maintenant, comment tu vas trouver 10 milliards de dollars? Bon, tu vas trouver 10 milliards de dollars. Premièrement, il te faut les trouver. Dans le cas de Lula et du Brésil, ils ont procédé d'abord, ce que les gens oublient, à la croissance économique. Le Brésil, lorsque le Brésil a été octroyé la Coupe du Monde, l'indice de la capitalisation boursière du Brésil en 2002, c'était 600 milliards de dollars. 600 millions de dollars. Mais aujourd'hui, ça a doublé. Nous sommes à 1,2 milliard. De 1,2 trillion, si tu veux. Le taux de chômage au Brésil à l'arrivée de Lula, c'était 12, 13, 14%. Mais aujourd'hui, le taux de chômage au Brésil, c'est 4%. Les taux d'intérêt au Brésil, hein, à l'époque, lorsque c'était entre 10 et 12 jusqu'à 14%. Mais aujourd'hui, les taux d'intérêt au Brésil, en réel, c'est à 12%, mais sur le marché international, le Brésil est en mesure d'emprunter sur le marché international en dessous de 3%. Comment pouvez-vous expliquer ça? Bon, premièrement, tu sais, lorsque tu veux emprunter sur le marché international, tu veux émettre des obligations. Les obligations, les garanties c'est la confiance, hein, que tu émanes. Quand tu émanes un leadership dans lequel les gens peuvent se fier, quand tu organises ton économie pour qu'il y ait une croissance stable et continue, quand tu démontres que ta monnaie est forte, que les gens, par exemple, qui viennent investir chez toi, au moment de rapatrier leurs profits, hein, ils ne sont pas sujets à une monnaie qui se déprécie. Hein, parce que, si tu veux, une monnaie qui se déprécie au moment de la répatriation grignote le rendement que tu as recueilli. Donc, il faut tout cet ensemble pour inspirer confiance, que tu représentes une économie, tu représentes un pays. Pays émergent. Et pays émergent, aussi politiquement, il faut montrer que tu es capable de gérer les exigences de la démocratie. En plus des retombées à court terme, il y a la FIFA qui fait de l'argent. Le pays aussi va quand même profiter de l'événement. Oui. Nous allons observer la pause. Et au retour, vous nous diriez comment vous comprenez et les manifestations qui ont précédé le lancement de la Coupe du Monde au Brésil. Pourquoi, si tout le monde allait gagner quelque chose, pourquoi les manifestations, à votre avis? Mais ce sera tout de suite après la pause, William Savary. C'est bon. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité aujourd'hui, l'économiste William Savary, avec qui on parle du financement de la Coupe du Monde de football. Merci de votre intérêt, ne quittez pas. On vous revient tout de suite après la pause. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Ils ont un gros produit de qualité supérieure qui a valé terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Si vous besoin de votre produit première nécessité, dans marché Titoli, n'a joué à bon prix. Ou même qui veut vendre bon genre produits cosmétiques, marché Titoli,
Nam jwen yo a bon prix. Produit en gros en détail pour mettre la caille. Dans marché Titoni, nam jwen yo a bon prix. Hey, hey, quand ta boulette là, en gros en détail. Tiria, en gros en détail. Spaghetti, en gros en détail. L'huile là, en gros en détail. Saumon, en gros en détail. Sans besoin, en gros en détail. Avec Titoni, en gros en détail. Y'a plus bon prix, en gros en détail. Et puis c'est produit de qualité. Dans marché Titoni, nam jwen yo a bon prix. Depuis c'est kay Titoni, produit yo pas expiré. Marché Titoni, nam jwen tout produit. Wap jwen marché Titoni dans building Fabnac, Boss Station Gonaïve là. Téléphone 813 14 57 à 59. L'eau atterri dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui va le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading, Digicel et Marché Titoni. Merci, madame, monsieur. Vous suivez, je rappelle, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. William Savary est notre invité ce matin. William Savary qui nous explique pourquoi la Coupe du Monde n'a rien à voir avec le football. Avec le football. Et on l'a dit avant la pause, avant le lancement de l'événement, on a enregistré plusieurs manifestations violentes, des manifestations avec casse des autobus incendiés, etc. Donc les protestataires n'entendaient pas se laisser faire. Ils avaient même estimé qu'il y a trop de problèmes dans ce pays et qu'on allait dépenser tout cet argent pour accueillir la Coupe du Monde de football. Comment vous pourriez nous expliquer qui sont qu'a dit nous sur ça ou même William Savary, puisque FIFA a fait l'argent, Brésil a bénéficié de retombées et quand même, je dis en là, tous les yeux braqués sur le Brésil. Il y a des gens qui ont bien aimé à faire un week-end Rio, par exemple. Très bien. Donc, mais Mounio, ouvriers surtout, yo quoi que toujours une misère dans le pays. Par contre, si vous visitez, vous connaissez que son pays qui est réputé pour des quartiers informels. Les favelas. Les favelas. Et est-ce que, à votre avis, manifestation ça a été justifiée, étant donné que le Brésil a une histoire avec le football? Bon, il faut dire que l'Amérique latine en général, c'est un continent où il y a des revendications de façon constante. Ça, c'est vraiment... Ça remonte. Donc, c'est pas gagné qui va contester. Pas contester. Maintenant, et aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a eu les mouvements de gauche en Amérique latine sont très présents. Lula est arrivé au pouvoir, en fait, parce qu'il y a eu des manifestations aussi. Oui, parce qu'il y a eu une grève qui a duré longtemps, qui a permis à Lula d'organiser le Parti des travailleurs. C'était une activité politique. Maintenant, les gens disent que le Brésil a beaucoup dépensé. Le Brésil n'a rien dépensé. Si tu prends la capitalisation de la bourse brésilienne, à l'arrivée de Lula, c'était à 600 millions. 600 millions. Maintenant, nous sommes à 1,2 milliard. Tu prends 10%. Ça donne 120 millions. Bah, faut un chiffre, non? Okay. Mais bon, suivez-vous. Non, pas suivez-vous. Ça me donne 12 milliards de dollars. Ce qui veut dire... Ce que je voulais dire, c'est que je gagne vertige avec paquet de chiffres, mais je voulais annoncer que le Brésil n'a rien dépensé, vous avez dit. Bon, alors sur le plan infrastructurel, par exemple, sur le plan infrastructurel, il y a plusieurs stades qui étaient construits. Est-ce que c'est FIFA construit ou bien est-ce que c'est pas le Brésil qui construit? Attends, il y a une nuance.
je veux dire, quand je dis que le Brésil n'a rien dépensé, si tu prends un pourcentage de la croissance qui a eu lieu, ce pourcentage est de loin supérieur à ce qui a été investi dans l'organisation de la Coupe du Monde. Et cette croissance a eu lieu avant 2014. Vous comprenez? Ce qui est, si par exemple, au point économique qui a généré 10 millions de dollars, quand il y a au point économique qui a généré 20 millions de dollars, donc une croissance de 10 millions. Si on prend 10% de croissance, ça vaut 2 millions. Mais si on va acheter un carré pour 500 000 $, mais c'est à partir de cette croissance que tu as payé cette maison. Tu comprends? Donc, il faut vraiment pouvoir discerner qu'il y a eu une croissance économique qui a permis au Brésil de financer. Premièrement. Deuxièmement, tu as l'appréciation de la monnaie brésilienne. La monnaie brésilienne est passée de 4 réals pour $1 à 2 réals pour $1, ce qui a augmenté le pouvoir d'achat dans le pays et a diminué l'inflation. Troisièmement, tu as les taux d'intérêt sur le marché international. Le Brésil devait emprunter de l'argent à, disons, 10%. Maintenant, le Brésil peut emprunter de l'argent à 2%. Ça veut dire quoi? Si tu prends toi-même un exemple, ou n'importe qui un exemple, voilà, la banque vous prêter 10 000 $ à 8%. OK, on va payer la banque 800 $ par année sur 10 000 $. Mais si le taux d'intérêt descend à 2%, on ne peut pas le payer 800 $ encore. On va le payer 200 $. Donc, tu as 400 $, tu as 600 $ que tu ne paies pas. Donc, ces 600 $ restent dans ta poche. Donc, c'est dans ce sens quand je te dis que le Brésil n'a rien dépensé, c'est parce que je prends en considération... OK. Est-ce qu'il n'a rien investi non plus? Non. Tu sais, l'investissement vient de de la croissance qui a eu lieu. Okay? Maintenant, bien sûr, les gens vont te dire, bon, ils ont construit des stades, mais les stades qui ont été construits, ces fonds-là, c'est la croissance qui a permis au Brésil de lever les fonds qui lui ont permis d'investir dans les... Et croissance, ça, c'est résultat travail Lula. Travail Lula de 2002 à maintenant. C'est le Parti travailleur. Et ne dit pas Lula, mais le Dauphin Lee, qui c'est Dilma Rousseff, a profité aujourd'hui. A profité aujourd'hui. Okay? Maintenant, et Dilma Rousseff également, qui est du Parti travailleur. Et tous des gens de la libération, influencés par la libération théologique. Dans un moment, série de manifestations, Dilma Rousseff était accusé FIFA comme étant à l'origine, c'est lui-même qui, pardon, délongé. Je dois sous FIFA. Sous FIFA. On imagine un président d'un pays qui a critiqué FIFA, qui a bien organisé la Coupe du Monde de la CAI, pour dire que c'est lui-même qui est la cause, c'est lui qui est responsable de série de manifestations. Les manifestations, c'est peut-être un faux débat, une mauvaise dispute entre mes impressions, parce qu'il faut la communication. Quand tu vas faire un investissement, il y a à redire. Parce que les gens, au Brésil, il y a actuellement ce qu'on appelle les mouvements des sans-terre. Ce sont des gens qui réclament la terre. Mais pendant la période de Lula, il y a eu une réforme agraire. Il y a des terres qui ont été redistribuées. Donc ça fait partie de la diminution de l'inégalité économique. Est-ce qu'on doit comprendre, excusez-moi, William Savary, est-ce qu'on doit comprendre que un montant coup Lula da Silva, qui dit qu'il a préconisé ou répété tout la théologie de la libération, et un peu le monde monsieur tout un populiste, et je dis monsieur contribué grandement à faire du Brésil s'allier aujourd'hui. Est-ce qu'on t'a dit que parfois le populisme a ses bons côtés? Bon, tu sais, le populisme a ses bons côtés parce qu'il faut dire que le populisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu veux prendre en compte le sort, tu veux réduire les inégalités. Non, alors c'est un discours, il est jusqu'à présent. Oui, bien sûr, tu veux réduire les inégalités. C'est ça, fait nous comprendre, c'est ça, fait nous dire tout. Maintenant, tu le dis, on t'accuse, on te cible, on t'identifie comme un populiste, mais tu dois actuellement faire le travail. Mais quand le travail que tu fais correspond à ton discours, donc c'est le bon côté du populisme. C'est le bon côté du populisme. Mais si c'est seulement un discours que tu tiens, parce que quand tu dis que quelqu'un est populiste, c'est quelqu'un qui tient un discours qui peut faire plaisir à la grande masse. Mais quand tu oui, mais c'est là qu'il est un populiste. Mais quand tu es un populiste pragmatique, réel politique, tu dis, mais tu livres. Tu fais ce que tu dis que tu vas faire. Ce n'est pas une promesse. Donc, et maintenant, pour retourner aux manifestations,
J'ai voulu te dire que les gens disent qu'il y a beaucoup d'argent qui ont été investis, mais dont le peuple n'en bénéficie pas. Mais les gens oublient d'où ils sont sortis. Parce qu'aujourd'hui, avec Lula, il y a 21 millions de personnes, la classe moyenne a été élargie de 21 millions de personnes. C'est 2 fois la population de la République d'Haïti. Oui, mais elle gagne 200 millions, toi. Oui, c'est 10%. Il y a plus que 200 millions. Oui, mais 10%, mais tu sais, 10% que tu crées de l'emploi, il y a l'effet multiplicateur, c'est quelque chose en 10 ans. Hein? Oui. Donc maintenant, il ne faut pas aussi sous-estimer que c'est un parti travailleur. C'est-à-dire que ce sont des gens qui visent les inégalités sociales. Donc, il ne faut pas sous-estimer, il peut y avoir des mains de l'extérieur qui financent la démonstration. Il y a aussi une bourgeoisie du temps de Pinochet. Et Pinochet avait renversé, comment il s'appelle, je ne m'en souviens plus. Et Allende. Salvador Allende. Mais la bourgeoisie du Chili a œuvré pour encourager le coup d'État militaire. Et il y a ce qu'on appelle, si tu veux, la politique américaine, qui est la politique... Avant, c'était la politique hémisphérique, c'est-à-dire pour protéger l'hémisphère américain, pour s'assurer que les intérêts américains sont bien protégés. Maintenant, avec la montée de la libération de la théologie, la 4e flotte américaine qui maintenant se trouve en Colombie et dans la zone du Panama, la mission devient la politique de la sécurité de la région. Il n'y a plus de menace de l'extérieur, mais la menace, c'est de l'intérieur. Okay? Donc, il y a tout ça. Donc, et la menace, ce qu'on voit comme menace, c'est la montée de la gauche. La montée si tu veux, les mouvements contre les inégalités. Donc, il faut, quand tu vois tu prends le cas du Venezuela, il y a des manifestations au Venezuela. Bon, tu prends le cas d'Haïti, quand il y a un gouvernement populaire en Haïti, il y a des manifestations dans les rues. Il y en aura toujours. Et il y en aura toujours. Donc, ça fait partie de la dynamique de la démocratie. Ça fait partie de la dynamique de real politique. Ça fait partie de la vie. Donc, il faut l'opposition. La FIFA, devons-nous comprendre, reste et demeure l'une des organisations parmi les plus riches. Absolument. Absolument. Aujourd'hui. 1 milliard en réserve, c'est beaucoup d'argent. 1,3 milliard, c'est beaucoup d'argent. Maintenant, est-ce que l'on peut questionner l'avenir de cette organisation? Est-ce que FIFA nous est capable de dire la durée tout autant que le monde existe? Absolument. Oui, écoute, la pérennité, la pensée stratégique d'une entreprise, d'une organisation, c'est comment tu vas faire pour assurer ta pérennité. Il y a des gens à l'intérieur de la FIFA qui réfléchissent stratégiquement. Le football, c'est vraiment... ça n'a rien à voir avec la Coupe du Monde, n'a rien à voir avec le football, c'est un business. Et la FIFA, c'est la FIFA qui organise ce business. C'est son monopole. Hein? Donc, si tu veux, comment vas-tu organiser une autre FIFA? FIFA est présent à travers le monde. En Haïti, ils sont présents, ils ont leurs représentants en Haïti. Dans l'Amérique latine, je crois, il y a la CONACAF, je crois, qui représente la FIFA. Elle a des alliés partout. Partout. Et tous ces alliés sont sur le payroll. Et ils sont forts politiquement aussi. Hein? Okay. Donc, c'est que quand tu gagnes, tu peux acheter l'influence. Hein? Donc, ce n'est pas un jeu d'enfant, c'est sérieux. C'est sérieux, là. C'est pas une boule, hein? C'est pas un ballon. C'est pas un but. Hein? OK. Maintenant, on faut passer par là quand même. Ouais. Et bon, pas pour parler de rapprochement de Coupe du Monde et Haïti, bon, et nous-mêmes nous contentons de remettre le football non seulement, de nous contentons de remettre, de battre bravo, d'applaudir joueurs seulement, sans que pas gain, ou pas sentir qu'on faut qu'a fait pour bon, peut-être dans 50 ans, Haïti capable en mesure pour les accueillir un événement de ce genre. L'infrastructure, tu es trop petit. À moins qu'on fasse une alliance avec la Dominicanie, même peut-être pour les grands événements. Hein? Tu vois, ce sont des grands événements d'ordre planétaire. Donc, il te faut l'infrastructure. Sans l'infrastructure. Ensuite, tu n'es pas. Et il y a d'autres pays qui font la concurrence pour avoir ces jeux. L'année prochaine, la prochaine Coupe du Monde sera en Russie. Non, sera en Russie, c'est ça. Après ça, c'est Qatar. Donc, tu sais, il y a une concurrence, parce que ce sont de grands événements qui étalent tes capacités. Oui, bon, OK. Mais ça qu'arrive tout l'heure, comme ça, après 20 ans, 25, 30 ans, Haïti a participé tous les mêmes. Bon, Haïti n'a pas participé déjà, mais il faut l'organisation pour le faire. Quand tu prends un pays comme la Jamaïque, qui est un leader dans les 100 mètres, ils ne sont que 2 millions. La Jamaïque a battu les États-Unis dans 100 mètres, dans 200 mètres,
dans 300 mètres, dans 400 mètres de course. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont un programme national pour accueillir les joueurs, les recruter très jeunes et les former. Ce qui est une variante même. Oui, bon, l'effort qui a eu lieu, c'est avec Duvalier, où les joueurs que nous avons eus qui ont été représentés le pays ont été pris en charge. Mais parce que le football, c'est pas le football, c'est un business. Donc, pour que Haïti comprenne, si Haïti comprend que le football, c'est un business, Haïti prend ses joueurs en charge, Haïti organise ses joueurs. Donc, c'est investi là-dedans. Tout, c'est investi. Si tu n'investis pas, tu n'as pas de résultat. C'est simple. OK. Et avant de finir, nous prenons un sujet. Question pétrole en Haïti. Et je dis là qui fait objet de débat. Et en tant qu'économiste, quoi est-ce capable